Donc, salam alaikum. Bonjour, chers auditeurs. Aujourd'hui, nous sommes encore en live pour parler d'un sujet intéressant qui est le foncier au Sénégal. Donc, comme vous le savez tous, dans toutes les régions du Sénégal, en particulier en Casamance, il y a un réel problème foncier entre les différentes communes, surtout les communes nouvelles, avec leurs administrés. Voilà. Donc, c'est pourquoi nous avons jugé aujourd'hui d'inviter Monsieur Diatta, avec qui nous allons parler de ce problématique. Donc, voilà, sous peu, je vais appeler des intervenants pour qu'on échange ensemble sur ce sujet. Donc, tout à l'heure, j'étais en live, mais malheureusement, les aléas du direct, les gens m'ont fait savoir que ce n'était pas possible de m'entendre. Voilà, donc, je m'en vais introduire Monsieur Diatta. Et donc, si les gens le collectif de Bakoum m'écoutent, donc je leur dis que je vais les reprendre derrière. Donc, je vais laisser Monsieur Diatta, le soin de Monsieur Diatta, aussi de parler du sujet. Et puis, une fois qu'il aura déroulé, on reviendra vers eux. Voilà. Donc, bonjour, Monsieur Diatta. Merci de me associer à ce débat d'actualité sur une question aussi cruciale. C'est avec plaisir que je me joins à ce débat pour apporter un certain nombre d'éclairages. Donc, pour aller directement dans les échanges, je vais commencer par saluer le collectif de Bakoum. J'ai à peu près écouté une bonne partie des interventions. Donc, je sais à peu près qu'est-ce qu'ils pensent de la situation. Mais j'aimerais, avant de les conseiller, donc camper un peu le débat, faire revenir globalement sur, pour expliquer c'est quoi le problème, essayer de comprendre les tenants et finir par suggérer des pistes donc pour aller vers soit la négociation ou bien trouver des solutions. Tout à l'heure, l'extrait que vous avez passé du président de la République, donc tous les bulletins de renseignement, donc effectivement, montrent que la question du foncier va être explosive les années à venir, d'autant plus que les problèmes vont être très, vont se sentir assez, on va souvent entendre en parler. Donc moi, pour aborder ce sujet, je commencerai par expliquer c'est quoi le régime juridique
Voilà, donc très bien, Monsieur Diatta, comme vous avez bien dit, vous allez entrer dans le vif du sujet, donc vous allez faire parler le droit. Donc tout à l'heure, on a écouté un cas concret, enfin deux cas concrets, le président de la République qui nous expliquait qu'il y a réellement une tension et on a invité aussi le collectif de Bakoum qui nous a expliqué leur problème aussi. Donc là, vous allez nous expliquer que dit la loi ou le droit. Voilà. Donc, je vais essayer. Moi, je rappelle que je suis géographe, mais le problème dont on parle comme ça a des dimensions à la fois géographiques et sociales. Donc, et c'est pourquoi le groupe auquel j'appartiens, qui est le groupe de recherche, le groupe interdisciplinaire de recherche pour l'appui à la planification régionale et le développement local de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, donc a réuni un panel d'experts. Donc moi, je parle effectivement au nom de tous ces travaux, okay, bien que je suis géographe. La difficulté principale qu'on a sur la question de la décentralisation en rapport avec le foncier, c'est que on a trois régimes juridiques qui s'appliquent simultanément. Donc, le premier régime que nous connaissons tous, que les gens de Bakoum revendiquent, c'est le régime coutumier. Donc, on a hérité de nos grands, de nos aïeux, des terres qu'ils ont bien voulu gérer et nous transmettre. Okay? Et à côté, on a un régime juridique, juridique de droit moderne qu'on appelle le droit positif, parce que c'est le droit positif, c'est un ensemble de règles, à la fois la loi sur le domaine national, sur la décentralisation, sur le foncier, sur un certain nombre de lois qui s'appliquent ensemble. Et on a aussi à côté des régimes religieux, soit catholiques ou musulmans, ou même parfois même animistes, hein, dans certains contrées de la Casamance. Donc, ces trois régimes fonctionnent simultanément. Et c'est ça le plus grand problème quand on évoque les crises, parce qu'on parle de plusieurs choses sur un même problème. Donc, tout à l'heure, j'ai entendu le collectif de Bakoum, mais dans le récit, vous voyez qu'il y a plusieurs... les problèmes qu'ils évoquent relèvent de plusieurs régimes juridiques. Okay, on parle de la mairie, qui est un régime moderne. On parle de terres de leurs ancêtres. C'est le régime traditionnel qui est plus ou moins coutumier. Donc, c'est le principal problème qu'on va voir globalement sur toute l'étendue du territoire. Alors, c'est pour clarifier ce que je disais l'autre jour, c'est que ces trois chemins, okay, qui sont parallèles, côte à côte, qui sont parallèles et qui ne vont jamais se croiser. Okay. Si vous êtes dans le domaine du régime juridique moderne, le droit positif, okay, il réglemente tout, hein, depuis l'acquisition jusqu'à la transmission, qui peut, hein, la transmission, l'héritage. De l'autre côté, nos droits coutumiers ont fait pareil, et les droits religieux aussi ont fait pareil. Donc, si quelqu'un est dans le régime moderne, il fonctionne en fonction des lois, des textes et lois en vigueur, et que moi, je revendique mon régime traditionnel, on ne va jamais se croiser, on ne va jamais trouver un terrain d'entente, ou bien on ne va jamais trouver quelqu'un pour nous départir. C'est ça un peu le problème qu'on a. Donc, je vais dire, expliquer plus ou moins peut-être en deuxième point le régime, le droit positif sénégalais. Donc, le droit positif sénégalais, c'est-à-dire que c'est la loi sur le domaine national qui régit un peu le fonctionnement de l'accès de la terre. Hein, c'est de là où tire en partie la mairie, donc sa justification juridique. Hein, donc les droits dont il dispose pour agir, hein, pour l'essentiel, sont tirés de cette loi de 1964, la loi sur le domaine national, hein, de 1964. Donc, et
en termes de domanial, il y a deux types au niveau national, il y a deux types de domanialité qu'on a observé en Afrique. Au Mali, en Guinée, donc là-bas, les terres appartiennent à l'État. Donc, toutes les terres, on appelle ça le domaine national. Okay? Au Sénégal, donc, les terres, l'étendue du territoire national est divisée en 3 groupes. On a ce qu'on appelle les terres du domaine public, on a les terres du domaine privé et on a les terres du domaine national. Les terres du domaine public, ce sont les terres inaliénables. C'est-à-dire que c'est la mer, c'est les cours d'eau, c'est les voies, les routes nationales, c'est des places comme les marchés, les cimetières, ok? Donc les parcs nationaux. Donc c'est des terres que personne ne peut s'approprier. Donc c'est pourquoi on dit que c'est des terres inaliénables. À côté, il y a les terres du domaine privé. Donc, les terres du domaine privé. Et dans le domaine privé, il y a des terres qui reviennent à l'État, il y a des terres qui reviennent à des particuliers ou à des entreprises, donc à des personnalités juridiques. Et enfin, il y a les terres du domaine national. Donc, ce sont essentiellement ces terres qui n'ont pas été, qui n'ont pas fait l'objet d'immatriculation. Donc, et c'est là où se trouve, c'est parmi les terres du domaine national, donc ces terres où on a aussi en plus des terres du Front pionnier. Donc, c'est les deux qu'on a réunis pour confier à la mairie. Donc, c'est comme un peu voilà, c'est inspiré de la gestion traditionnelle, mais effectivement, ce n'est pas une gestion traditionnelle. C'est comme dans une famille, les terres, le patrimoine foncier d'une famille est confié au patriarche qui décide de qui doit occuper telle partie ou autre. Dans la configuration actuelle, c'est la mairie qui a cette prérogative de décider dans les terres qui lui sont dans sa juridiction, qui va décider de voilà, quoi en faire. C'est le cas qu'on a là tout à l'heure avec voilà. Et donc, Monsieur Diatta? Oui. Oui, et donc vous disiez que dans la loi de 1964, je crois, les mairies ont la prérogative sur le domaine le domaine national, les terres du domaine national. Du domaine national ou des terres du domaine des fronts pionniers. Les fronts pionniers, ce sont les domaines où on va développer l'agriculture, l'élevage, essentiellement. Donc, c'est les deux donc, qui sont sur la juridiction, sur la responsabilité des mairies. Oui, et donc dans ce cas, donc sinon je vous laisse dérouler, comme ça je poserai mes questions après. Oui. Donc, ça dit que dans ces terres-là, la mairie est le seul maître à bord. Le conseil dont les décisions sont de souveraineté, c'est-à-dire qu'eux, ils tirent leur possibilité de décider de ça par le suffrage universel. Donc, leurs décisions sont des décisions de ressort universel qui s'imposent à tout le monde. Eux, c'est eux qui font tout ce qu'ils veulent. C'est une façon de caricaturer, mais ça se présente comme ça. Donc, ils décident de façon collégiale, donc c'est un collège, que voilà, de réserver telle portion de cet espace pour telle ou telle autre fonction. Donc, et ça, il détient ça de la décentralisation. Donc, il y a 9 compétences transférées. La 8e compétence transférée qui s'appelle le domaine. OK? Et c'est cette compétence qu'ils ont qui tire donc la possibilité de choisir et d'en faire tout la politique qu'ils souhaitent mener, aussi bien pour l'habitat, pour faire habiter, parce que ça, c'est la 9e compétence, donc dédiée à des terres pour ceci ou cela. Mais je dois dire que les terres dont ils ont vocation, ce sont des terres
agricoles, pas des terres à usage d'habitat. Les terres à usage d'habitat sont réglementées par le ministère, par l'État. Ça, c'est l'État qui le gère à travers le ministère de l'Urbanisme. C'est pourquoi une mairie, s'il décide de transférer une partie des terres dédiées à l'agriculture pour en faire des zones d'habitat, ils sont obligés, de demander à l'État d'en faire déclaration d'utilité publique et par conséquent, donc, géré par le ministère de l'Urbanisme qui, à travers ses services de cadastre, les services cadastraux, les immatricules et les place dans les domaines. Et là intervient le service des domaines. C'est comme ça que ça se fait. Donc, ce qui se passe là, c'est que en réponse à ce que j'ai entendu sur le collectif de Bakoum, c'est que la mairie a le droit de le faire. Tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'il a dit, il n'y a rien pour l'instant d'illégal. Qu'ils veuillent associer les villageois, c'est recommandé. Mais s'ils ne le font pas aussi, c'est la loi qui leur donne la prérogative. Donc, on ne peut pas te dire que toi, tu es le chef qui doit décider d'une chose et que des gens viennent t'imposer la consultation ou la concertation avec eux avant de décider. Je pense que si vous voulez bien les consulter pour décider, oui, mais sinon, je pense que vous êtes dans votre prérogative, effectivement, de décider de ce que vous avez à faire. Moi, je pense que le problème qu'on a ici, c'est que des gens qui revendiquent dans le domaine traditionnel des prérogatives et on a d'autres qui revendiquent dans le domaine moderne des prérogatives et pour l'instant, ils ne trouvent pas des passerelles pour dialoguer. Moi, c'est ce que je vois comme... Donc, si je comprends bien, si je comprends bien, le domaine traditionnel donne droit aux propriétaires traditionnels de contester la décision du maire, la décision de la mairie, même si la mairie de son côté, la mairie a la loi de son côté, parce que vous avez dit au début qu'il y avait c'est comme si c'était trois routes parallèles, donc chacun de son côté a le droit ou peut rester sur sa route en fonction de ce que son régime lui conseille de faire. Il peut rester dedans et défendre ses intérêts. Voilà, c'est à peu près ça. C'est-à-dire que si on prend un exemple, par exemple, comment acquérir une terre. OK? Donc, si dans le régime moderne, vous êtes dans un village, vous avez besoin d'avoir une terre, ce que vous faites, c'est que vous vous adressez à la mairie. Vous dites, vous justifiez en demandant une terre. Vous remplissez 2 conditions. OK? Et si vous finissez de remplir les 2 conditions, on vous attribue cette terre et on vous installe en vous donnant un permis d'occuper donc un permis d'occuper. Maintenant, ça c'est un cas pratique dans le domaine du droit moderne. Maintenant, si on prend un cas pratique dans le domaine traditionnel, c'est que quand je veux une terre à Bakoum, OK, je vais voir le chef de village. Le chef de village, OK, soit consulte ses notables ou les gens et décide de m'installer quelque part. OK? Sa parole contre la mienne. Et je commence à utiliser cette terre. Cette terre que dans le régime traditionnel qu'on me confie, je ne suis pas propriétaire, je suis juste l'usager. Si demain je décide de quitter Bakoum pour aller je ne sais pas moi, habiter dans un autre village de la Casamance, les gens de Bakoum ne vont pas m'autoriser la possibilité de le vendre. Je ne peux pas vendre cette terre. Donc, on m'a donné pour l'utiliser tant que je suis village de Bakoum.
résident du village de Bakoum, je peux l'exploiter. Quand je meurs, mes enfants peuvent l'hériter. Mais voilà, à condition que je sois toujours du village. Mais dès que je cesse d'être membre de ce village, ou bien si toutefois j'ai commis une quelconque faute grave et que les gens du village m'ont cherché, je perds ces droits. OK? C'est comme ça, par exemple, dans ce que j'appelle 2 voies à 3 voies qui sont parallèles, hein, qui sont là, donc, et qui n'ont pas de moyens pour lesquels on ne va jamais trouver un truc conciliable pour pouvoir gérer des problèmes dans l'un ou dans l'autre cas. Voilà. D'accord. Donc, si je comprends bien, en fait, aujourd'hui, cette loi, ces lois, enfin, ces différents régimes ne vont presque jamais pouvoir se croiser. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème de forme ou de fond. Ça veut dire qu'au Sénégal, il n'y a pas une seule loi. Il y a une seule loi. Il y a plusieurs pratiques. On appelle ça, nous, pour parler, il y a plusieurs pratiques. On a des pratiques de droit moderne, on a des pratiques de droit coutumier et parfois des pratiques de droit religieux. Et c'est voilà, mais alors, du coup dans quel cas chaque régime s'applique? Donc, c'est au choix de chaque population. Enfin, donc, en gros, voilà. Chacun peut choisir en fonction de ce qui l'arrange. C'est ce qu'on a constaté au Sénégal. Ça dit que, par exemple, les gens de Bakoum, ce n'est pas pour les taquiner, mais s'ils se sont vus d'accord, s'ils ont vu bien leur intérêt dans ce que la mairie avait proposé, ils n'allaient jamais contester. Ils allaient effectivement accepter ce régime juridique moderne parce qu'ils ne sont pas lésés. Mais à partir du moment où ils se sentent lésés par la pratique du droit moderne, alors ils ont vite fait de bifurquer hein, pour revendiquer un régime juridique traditionnel. Et c'est ça à peu près les sources des problèmes qu'on va avoir, que Macky Sall dit, dont le président Macky Sall parlait tout à l'heure. Donc, on a énormément on va avoir des problèmes de cette nature. Donc, moi, ce que je pense là, c'est d'aller vers des voies et moyens, des ressources, que j'appelle des ressources sociaux, OK, pour aller vers soit le dialogue ou bien la négociation. Parce que chacun est en position de force dans son propre régime. Autant les villageois sont en position de force dans le régime dans lequel ils sont, dans le régime traditionnel, parce qu'ils revendiquent hein, ces terres du principe coutumier. Autant, donc, la commune, la mairie est en position de force au vu des textes et lois en vigueur dans ce pays. Et ils ont la force publique à leur côté. La mairie a la force publique. En plus d'avoir la loi avec elle, elle a la force publique avec elle, les forces de l'ordre avec elle. Oui, mais dans ce cas, comme il y a le régime moderne, il y a le régime coutumier, et sachant que d'habitude, une mairie, en principe, une mairie est là pour dialoguer avec ses administrés, une mairie est là pour défendre les intérêts de ses administrés. Pourquoi une mairie va choisir le régime moderne sans pour autant dialoguer avec ses administrés? Donc, le problème, c'est que la mairie est obligée de fonctionner avec le régime moderne, le droit positif. Ils sont encadrés parce que les textes, ils sont réglementés. Ils fonctionnent hein, sur la base de règlements. Et c'est le règlement les contraint à agir d'une certaine manière. OK? Donc, ils sont obligés de fonctionner de cette manière-là. Maintenant, il y a la possibilité de procéder par des conventions. On appelle ça des conventions locaux. Donc, la mairie peut dire, voilà, donc, telle terre obéit, essaie de réglementer, obéit à telle convention, fixe les modalités et les personnalités de recours. Mais je dois dire que de tous les exemples qu'on a vus au Sénégal,
OK? Après, il y a eu un problème. Les conventions ont toujours échoué parce que il y a toujours un problème de sanction. C'est la sanction qui a toujours posé le problème. Donc, parce que pour sanctionner, si quelqu'un est fautif, il faut recourir à la loi. Forcément, on va retomber encore sur le droit moderne. Et c'est là où la difficulté s'est posée. Nous-mêmes, au Girardel, on a conduit entre 1999 et 2003 un projet qui a abouti à ce qu'on appelait les POAS, les plans d'occupation et d'affectation des sols, de l'ancienne communauté rurale de Ross Béthio. Ross Béthio, c'est dans le département de Dagana, où il y avait eu des crises, des conflits entre éleveurs et agriculteurs. On a essayé de travailler à mettre des règles de gestion, OK, entre agriculteurs et éleveurs pour qu'il n'y ait plus de conflits. À part une démarche participative, OK, ce sont eux-mêmes qui ont proposé, nous on a aidé à mettre en forme de façon juridique. On a convoqué tous les experts, on a convoqué toute l'administration pour mettre en place ça, mais on a vu que au moment de passer aux sanctions quand il y a eu des fautifs, qu'on n'a pas su appliquer la loi. Donc, c'est très difficile d'appliquer aujourd'hui les conventions, les conventions les conventions locaux. Donc, voilà. Donc, on va aller vers probablement, voilà, on va s'adapter au fur et à mesure au droit positif sénégalais, quoi. D'accord. Mais dans ce droit positif, sénégalais, donc les mairies, ils ont la loi de leur côté. Est-ce que tout ce qui concerne la répartition des lots, le prix le prix à payer pour les frais de bornage, voilà, les frais de bornage, ainsi de suite, est-ce que la mairie a les prérogatives de faire tout ce qu'il veut autour de toutes ces questions? Voilà. Il y a deux niveaux d'abord. Ce que je veux que les gens comprennent, c'est que quand la mairie décide d'aménager une partie pour des besoins de lotissement, pour des besoins d'usage habitat, OK? Il le fait. Donc, l'État lui a transféré une compétence à gérer un certain nombre de terres. Donc, la mairie demande à l'État à reprendre cette partie, ce qu'on appelle la déclaration d'utilité publique. Ça, c'est l'État qui le fait, pour le reprendre des parties des terres du domaine national. D'accord. Il faut que l'État récupère, c'est-à-dire que la mairie fait une résolution, vote, une délibération, pour dire que à partir de maintenant, 7 km tout autour de l'axe Djendé-Sédhiou, on va le consacrer à l'habitat. Et fait adhérer à l'État à cette décision, l'État reprend maintenant cette prérogative de lotissement. Donc, parce que les lotissements, c'est une affaire de la puissance publique. OK? Les terres, les papiers qui vont être donnés, les titres fonciers, c'est l'État qui les donne. C'est les services des domaines qui les donnent et non la mairie. Donc, ce qui fait que la mairie va collaborer avec l'État. Et chacun a des responsabilités dans cette collaboration. Il y a certaines choses qui vont relever de la mairie, notamment la fiscalité, la taxation des prix, la fiscalité, ça c'est de la mairie. Et elle peut faire tout ce qu'elle veut. Elle n'est pas limitée. La mairie peut dire, pour les frais de bornage, je reçois 10 000 francs, je reçois 100 000 francs, je reçois 1 million. OK, ce n'est pas réglementé. OK? Ça, c'est en termes de taxes, la fiscalité locale, il y a des compétences qui reviennent à la mairie. Il y a d'autres fonctions, en revanche, qui vont revenir à l'État à travers le service du cadastre et le service des domaines, impôts et domaines. D'accord. Pourquoi la mairie va demander une partie des frais, OK? Les impôts et domaines vont demander une partie des frais. Sans compter que parfois, il faut que
les géomètres hein, aussi demandent une partie pour les travaux de topographie, ok, demandent aussi leur part. Donc, c'est pourquoi, donc, voilà, la mairie peut renoncer à ses frais, comme elle peut aussi l'exiger. Donc, c'est son droit et complètement, c'est sa prérogative. D'accord. Et, voilà. Et donc, on va essayer d'avancer un peu, de parler de l'emprise. Donc, que dit la loi au Sénégal par rapport à l'emprise d'une route, généralement? Bon, je suis en train de, avant de répondre à cette question, je suis en train de suivre des questions, des discussions hein, avec les gens qui interviennent par texto. On me dit, est-ce que la loi sur le domaine national est obsolète? Ben, c'est la loi en vigueur, mais elle n'est plus pratiquée. Exemple, on dit, on interdit formellement d'acheter des terres dans la loi du domaine national. C'est interdit, je veux dire, c'est passible d'une prison d'acheter la terre au Sénégal. Mais qui n'achète plus de terre au Sénégal? OK? Donc, ça, c'est un peu pour dire par rapport à la loi sur le domaine national de 1964, qui est plus ou moins dans certaines... On ne dit pas juridiquement qu'elle est obsolète. Une loi obsolète, ça veut dire qu'elle ne pratique pas. Les mairies sont en train de la pratiquer. Mais elle est en déphasage avec les pratiques actuelles. Et dans ce cas, dans ce cas, je reviens sur le fait que dans ce cas, les populations ont toujours du coup le droit de refuser les pratiques des mairies, parce qu'on sait que cette loi, même si elle se pratique, mais elle n'est plus d'actualité. Et les populations de notre côté, comme le régime coutumier leur permet de cantonner dans ce régime aussi, donc ils ont le droit, et même s'ils ne veulent pas perdre leur terre, de se camper sur leur position et de mener des négociations fermes avec les mairies. Oui. Pour que chacun y trouve son compte. C'est ça, c'est ça. Ça, en fait, on a constaté depuis 2004 au Sénégal, depuis 2004, on tente de réformer justement cette loi. Il y a eu beaucoup de commissions, beaucoup de travaux, et à chaque fois, qui ont buté sur un certain nombre de problèmes. Parfois, ce sont les populations, parfois, ce sont les marabouts, parfois, c'est la société civile qui a été la source du blocage. Mais, entre-temps, donc, il peut y avoir des négociations. Les gens, il n'y a pas une façon unique de procéder. Ailleurs, ça s'est passé avec de bonnes négociations où la mairie a trouvé chez les populations de bons interlocuteurs qui ont su négocier, hein, pour trouver des terrains d'entente. Si on n'arrive pas à trouver un terrain d'entente, c'est là où il y a des difficultés. Que faut-il faire si on n'arrive pas à s'entendre entre les populations qui campent sur leurs décisions et des mairies et la mairie aussi qui veut vraiment user de sa prérogative de l'aménagement du territoire? Qu'est-ce qui se passe? Bon, voilà, il n'y a pas, pour l'instant, il n'y a aucun, ce que je dis, il n'y a aucun moyen, on n'a pas encore vu de solution quand cette situation s'est présentée. On a constaté à Mbane des morts d'hommes dans le nord, dans la vallée du fleuve Sénégal, parce que les populations ont dit, nous, on va nous tuer, hein? OK? Mais on ne va pas accepter la décision de la mairie. On a constaté ça à Mbane, c'est ce qui a fait qu'il y a eu des morts d'hommes. On l'a vu aussi à Fanaï. Donc là, c'est ça. Donc, il n'y a pas de solution. Et ce qu'on a vu, c'est peut-être que l'État a demandé à forcer la main à la mairie pour un peu faire marche arrière. C'est pour les deux cas que je viens de citer, c'est ce qu'on a vu. Ailleurs, l'État a soutenu la mairie qui est passée outre les décisions. Mais moi, je crois que toutes nos sociétés ont des ressorts. Hein? Ça peut être les bois sacrés, on peut être les gamous, ça peut être tout un ensemble d'événements sociaux ou même du cousinage à plaisanterie, okay?
qu'on utilise pour aller à la table de négociation et trouver des terrains d'entente. Parce que il faut, dans tous les cas, il faut des négociations. Oui, mais c'est ça, parce que là, quand on a une situation de blocage, OK? Donc, il faut forcément trouver un terrain, un juge neutre. Un juge neutre. Ce juge neutre, c'est ce que je dis, il peut être fait à partir du cousinage à la plaisanterie, ça peut être fait au niveau du bois sacré, ça peut être fait au niveau d'autres intermédiaires, mais il faut qu'on arrive à trouver un juge neutre qui essaie d'expliquer que il y a devant l'intérêt général, OK, les intérêts particuliers doivent s'effacer. Mais on ne doit pas forcément vraiment léser les particuliers, mais on doit en faire en sorte que l'intérêt général prime. L'intérêt général, ça veut dire que aussi c'est l'intérêt des gens de Bokoum, par exemple. Et on va essayer de répondre à quelques questions des internautes avant de continuer. Il y a un internaute qui a posé la question à savoir, est-ce que la loi autorise une mairie à lancer un nouveau lotissement, sachant qu'il avait déjà entamé un qui n'est pas terminé? En gros, faire des lotissements parallèles dans sa propre commune. Oui, oui, ils ont la latitude. Eux, ils ont c'est-à-dire que, je dis, le conseil, les décisions du conseil c'est du ressort de l'universel. C'est comme les décisions du président de la République, parce qu'ils tirent leur légitimité du suffrage universel. Donc, le maire et les conseillers municipaux sont élus de la même manière que le président de la République, seulement à une échelle beaucoup plus réduite. Donc, ils ont la latitude d'en faire plusieurs. Mais je crois comprendre à peu près le problème de la commune de Djendé. Le problème de la commune de Djendé, c'est que s'il se projette, c'est-à-dire que c'est l'étalement urbain de la commune de Sédhiou qui sont en train d'anticiper. Exactement. Ils se disent qu'avec les réformes qui sont en cours, OK, Sédhiou peut demander à l'État de récupérer une partie de la commune de Djendé. Eux, pour contrer ça, ils vont essayer, eux, déjà d'installer leur population sur cette zone avant que la commune de Sédhiou qui va grandir ne puisse demander à l'État cette possibilité. Donc, c'est à peu près ça de la commune de Djendé. Donc, ça, on va revenir là-dessus. Est-ce que cette anticipation ne cache pas autre chose? Parce que si tu anticipes, tu morcelles toutes les terres et tu les alloues à d'autres personnes, est-ce que cela empêchera à l'État de couper Bakoum de Djendé et de le mettre dans la commune de Sédhiou? Je ne suis pas sûr. Maintenant, on va continuer. À supposer que, par exemple, le lotissement ait lieu. OK? Sur les 7 km, 200 mètres de part et d'autre de la route. Que ça se fasse qu'on attribue les terres. OK? Mais ce qui va se passer, même si plus tard, même si dans 10 ans, l'État décide de couper cette partie et de le reverser dans la commune de Sédhiou, la commune de Djendé aurait déjà encaissé les frais, de l'argent. C'est-à-dire que c'est un problème de financement. Oui, mais c'est ça qui serait dommage de profiter de leur... Non, ils se disent qu'autant encaisser l'argent aujourd'hui. D'accord, je comprends. Et d'en faire autre chose que demain, de laisser cette réserve non habitée et que demain, OK, on le reverse à la commune de Sédhiou. Et puis, la commune de Sédhiou serait tentée d'encaisser de l'argent sur cette terre-là. À peu près, c'est la stratégie. Ça, ce n'est pas une particularité au niveau de Djendé. C'est toutes les grandes villes du Sénégal qui ont ce problème. OK? Toutes les grandes villes, à l'exception de Dakar, toutes les grandes villes, OK? Il y a des villes, par exemple, je peux même projeter un peu le dernier rapport, comment ça s'appelle encore, le dernier rapport
qui a servi à faire l'acte 3 de la décentralisation. Mais vous voyez, toutes les principales villes du Sénégal ont ce problème. D'accord. On va revenir là-dessus, on va avancer un petit peu. Il y a un autre internaute qui a posé la question à savoir si les 2 à 3 régimes que vous avez introduits au début, est-ce que ces régimes sont différents de l'expropriation pour cause d'utilité publique? En fait, ça dit que ça, c'est un régime, ça, c'est dans l'expropriation, la désaffectation pour utilité publique. OK? Ça peut être à 2 niveaux. Soit c'est l'État qui décide ou bien c'est la commune qui le décide. C'est à 2 niveaux. OK? L'État peut décider d'en faire d'utilité publique comme la commune peut le décider. Donc, c'est les 2 acteurs qui sont habilités à décider. Donc, ça, on est dans le régime du droit positif. Nous sommes dans le régime du droit moderne. Mais ça, pour comprendre ça, c'est ma question personnelle qui a un lien avec cette question. Comme vous venez de dire que la mairie et l'État peuvent exproprier les paysans, par exemple, pour cause d'utilité publique. Oui. Est-ce que cause d'utilité publique, ça veut dire que l'infrastructure qui va être construite est d'utilité publique, ou est-ce que la mairie peut exproprier sous motif de cause d'utilité publique et vendre des terres à des privés? Bon, l'utilité publique, c'est l'intérêt général. Quand on parle de l'utilité publique, c'est à usage général. OK? D'accord. Donc, mais il faut que les gens comprennent. En fait, on parle ici de comment je sais pas, je ne me souviens plus comment tu as utilisé. Est-ce que c'est de désaffectation ou d'expropriation? En fait, au vu de la loi, il ne s'agit pas de désaffectation. Les terres du domaine national, ils ont été classés des terres du domaine national parce que ce sont des terres qui ont été considérées comme, passez-moi l'expression, que c'est des terres, comment ça s'appelle là, qui n'ont pas été, qui sont immatriculées. Non, c'est des terres vacantes sans maître. Ou bien c'est des terres qui n'ont pas, dont l'exploitation est insuffisante. Donc, ça, c'est le problème de la loi en 1964. Quand on a voulu mettre la loi sur le domaine national, on a demandé aux gens de déclarer leurs terres. Nous, nos parents en Casamance, on dit niet, on n'ont pas adhéré, on rejeté la loi et n'ont pas déclaré leurs terres. En ne les déclarant pas, ces terres ont été considérées comme des terres qui n'appartiennent à personne. Ces terres, en plus de n'appartenir à personne, ne sont pas du tout exploitées et ne font objet d'aucune mise en valeur. Ce sont ces terres qui sont considérées comme des terres du domaine national qu'on a confiées à la mairie. Donc, sur ces terres-là, sur le principe-là, même s'il y a des gens qui l'occupent, à partir de ce principe, la mairie a l'attitude d'en faire tout ce qu'elle veut. Elle n'a pas besoin de consulter qui que ce soit. C'est comme ça qu'il faut comprendre l'esprit de la loi. D'accord. Maintenant, vu que la population casamançaise ou nos grands-parents ont refusé de déclarer leurs terres parce que vis-à-vis de la loi, les conditions ne les avantageaient pas à l'époque. Pourquoi aujourd'hui les citoyens casacés accepteront de se faire gouverner par cette loi? Oui, le problème qu'on a eu, c'est que quoi? On a nous, rejeté la loi sur le domaine national, son application sur le domaine national. C'est d'ailleurs une des raisons de la crise casamançaise. Hein? On a vu ça à Ziguinchor, avec ce qui a donné la goutte d'eau qui a fait déborder les vases. Hein? Donc, le rejet de ce... le rejet de cette loi sur le domaine national. OK? Mais après, on a accepté la démocratisation. Avec la démocratisation, on a revendiqué la démocratisation, on a mis en place des collectivités locales. OK? Et nous, on a élu nos représentants. Qui ont choisi à leur tour un président de communauté rurale, plus tard un maire.
À ces gens-là, on leur a donné la possibilité d'agir, de faire agir la loi. Donc, on s'est pris dans un piège. D'une part, on a rejeté la loi sur le domaine national. D'autre part, on est d'accord pour mettre en place des mairies. Et on a d'ailleurs participé à la mise en place des mairies en votant nos représentants. Du coup, ces gens qu'on a votés, donc eux, ils demandent à être établis dans le droit. Ils demandent, ils disent que nous, vous nous avez mandaté pour faire ceci. Donc, nous, on va le faire. Ce qui s'est passé entre 1975 et 2014, c'est que les gens qui avaient été choisis, les anciens présidents de communautés rurales et des conseils ruraux, avaient mis en place des schémas qui n'heurtaient pas les villageois. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils demandent toujours, avant d'attribuer des terres, l'autorisation du chef de village. Donc, eux, ils avaient trouvé un truc intermédiaire qui consistait de faire du droit juridique, du droit coutumier avant de faire du droit moderne. Mais je pense que comme vous avez bien introduit la chose, parce que une commune, les communes, elles sont nouvelles en Casamance. Oui. Les gens, les représentants, c'est souvent des habitants même du village. Enfin, la commune, les conseillers, c'est des habitants du village. Effectivement, oui. Et voilà, donc la commune, si on les a élus, c'est pour défendre quand même l'intérêt des populations. Un État, une commune est là pour défendre l'intérêt des populations. Donc, comment cette même commune peut se permettre de brader les terres des paysans qui les ont élus pour défendre leurs intérêts, pour les gouverner? Non, mais en fait, c'est des décisions sur la base de délibération. Ça veut dire que c'est des décisions après échange entre les membres d'un conseil. Ce n'est pas une seule personne qui décide. Donc, après en avoir délibéré, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont en général au sein du conseil pour et d'autres qui ne sont pas d'accord. Mais la majorité l'a emporté. Après avoir discuté de l'opportunité de la personne, c'est-à-dire que tous ces paramètres ont été pris en compte dans le conseil. Parce que les gens qui habitent le village là, ils n'ignorent pas la réalité dans le village. Mais eux, ils sont portés garants de l'intérêt général de la commune. Par moment, ils oublient l'intérêt du village pour voir l'intérêt général de la commune. Si l'intérêt général de la commune commande, qu'une partie du village ou tout le village, soit les terres du village soient mis au service d'une telle ou telle autre mission, mais ils sont parfois amenés à adhérer à ces décisions. Donc, il faut que les gens sachent que ce sont des décisions qui sont discutées, qui sont soumises à l'approbation du sous-préfet qui regarde est-ce que toutes les lois ont été respectées. Parce que c'est comme ça, il y a un contrôle d'a posteriori, le conseil discute, établit un procès verbal. Ce procès verbal est soumis à l'autorité administrative qui lit, qui regarde toutes les décisions et voit est-ce que ces décisions ne lèsent pas les droits des individus. Si ces décisions-là s'avèrent qu'elle n'a pas lésé ou qu'elle n'a pas piétiné les droits des uns des autres, donc elle est validée. C'est comme ça, c'est par ce processus qu'on arrive à déclarer, comment ça s'appelle encore, à déclarer pour cause d'utilité publique ce genre de terre. Le lotissement, effectivement, est un motif d'utilité publique parce que c'est le public qui en bénéficie. Qu'il soit le public du village ou de la commune de façon générale, c'est elle qui en bénéficie. Mais dans le cas d'espèces de Bakoum, ce qu'on a vu, comme M. Massali l'a dit, quand ils ont découvert la répartition de l'eau, ils ont vu qu'il y a beaucoup de l'eau qui semble être vendue à des privés, pour faire des écoles privées ou pour installer des infrastructures. Donc, ça suppose que la mairie
a décidé de vendre ses terres, enfin ses lots à des privés et encaisser l'argent? En fait, est-ce que la mairie peut vendre des terres? Non, la mairie ne peut pas vendre des terres. Ça, c'est clair. Ça veut dire que la mairie ne va pas encaisser. Ce que la mairie va encaisser dans ce cas de figure, c'est des taxes. Comme tout privé. Si moi, je suis bénéficiaire d'une terre, dans ça, je vais payer les frais de bornage, les taxes, ainsi de suite, municipales. Et ça, c'est ce que la mairie va uniquement encaisser. Maintenant, est-ce que installer une école privée, est-ce que c'est d'utilité publique ou non? C'est ça la question qu'on doit se demander. Si l'État du Sénégal finance des radios publiques, genre RFM, TFM, ainsi de suite, on leur donne l'argent public. Pour quelle raison on leur donne? C'est des privés, ça va dans les poches individuelles. Mais parce qu'eux, ils font des missions de service public. Une école privée, dans un coin, la mission, le service qu'il fait là, c'est un service à qui? C'est au public. C'est à eux-mêmes que c'est à leur enfant que l'école privée là va rendre service. C'est à leur enfant que le dispensaire privé va rendre service. C'est comme ça qu'il faut comprendre l'utilité publique. Quand on dit l'utilité publique, ce n'est pas l'égalité. Ok? C'est comme ça qu'il faut comprendre l'utilité publique. Donc, ces privés installés vont rendre des missions, vont rendre des services d'ordre général. Il n'y aura pas, par exemple, on ne va pas dire que oui, l'école là, c'est les fils de tel seulement qui va y aller, les fils des autres, non pas. Toute personne qui aura les moyens de payer, qui habite la zone, va pouvoir envoyer son enfant là-bas. C'est ça la cause de l'utilité publique. Donc, la mairie fait ça. Oui, donc il y a un internaute qui demande si la mairie décide de lotir, enfin d'immatriculer un terrain et de le donner à quelqu'un pour mettre une école privée, alors qu'avant, le paysan, il avait déjà des anacardes sur ce même terrain, et avec l'argent de cette anacarde, il fait vivre sa famille et aide, enfin, il fait vivre sa famille avec. Oui, ça c'est... Est-ce que la mairie a le droit de faire ça? Ça, c'est le principal problème. Mais je vous dis, pourquoi la mairie prend ces terres avec des terres de champs d'anacarde? Pourquoi? Parce que du point de vue de la loi, ces terres, même s'il y a de l'anacarde, ont été considérées comme des terres inexploitées. Où il n'y a rien, il n'y a pas de propriétaire. C'est ça la base juridique, hein, sur laquelle s'appuie la mairie pour donner. Donc, si on te dit que ces terres-là, personne ne les exploite, comment vous dites que toi, tu payes quelqu'un d'autre pour quel que soit? Donc, en fait, c'est l'obsolescence, quelque part, si je puisse l'admettre, de la loi. C'est-à-dire que la loi, là, dit des choses qui ne sont pas réelles. Voilà, inadmissible. Donc aujourd'hui, moi, je comprends que de votre exposé, je comprends que au Sénégal, la loi au Sénégal, chacun se met du côté où ça l'arrange. Donc, à chaque population aujourd'hui de se battre, de s'organiser pour tenir tête à l'autorité, pour ne pas se faire léser. Au final, c'est ce que je comprends. Pour la mener à la négociation. Pour la mener à la négociation. Voilà. Et pouvoir tirer son épingle du jeu. C'est à peu près ça ce que moi je recommande aux gens, au collectif de Bakoum. De Bakoum. Voilà, c'est-à-dire d'essayer de contraindre la mairie à travers l'État, hein, d'aller vers des négociations où eux vont être, ils vont voir que les situations vont être mieux prises en compte. Voilà. Ok. Donc ça, le maître mot, par rapport à ça, le maître mot est dit, c'est que les lois au Sénégal, c'est une amalgame, c'est complètement obsolète, c'est difficile d'y trouver son compte parce qu'il y a le régime que vous avez, il y a les 3 régimes que vous avez introduits qui sont parallèles. Donc chacun peut se mettre dans le régime qui l'arrange et les deux, et ils ne vont jamais pouvoir se trouver un terrain d'entente. Et donc que chacun essaye de tout faire pour défendre ses intérêts.
Maintenant, dans le problème, enfin, dans le cas, la problématique de Bakoum, il y avait aussi l'emprise de la route. Donc là, j'aimerais aussi que vous développiez cette partie, ce que dit la loi sur l'emprise d'une route nationale et aussi d'une autoroute au Sénégal. Donc, avant de répondre à cette question, ce que je veux dire par rapport au régime juridique qui existe, je veux dire aux gens que chaque régime, à l'intérieur de chaque régime, il n'y a pas d'amalgame. Toutes les choses sont claires. C'est-à-dire, dans le droit moderne, les choses, il n'y a pas d'amalgame, sont clairement définies. OK? Dans nos pratiques traditionnelles, les choses ont clairement été définies. Il n'y a pas d'amalgame à l'intérieur. C'est pareil du point de vue religieux, par exemple, pour l'héritage, ainsi de suite. OK? C'est seulement que, comme l'individu a la possibilité de faire recourir les 3 voies qui existent, et qu'entre les 3 voies, il n'y a pas un moyen de bifurquer. C'est-à-dire que quand je prends le régime moderne, je ne vais pas jusqu'au dernier moment, quand j'ai retourné bifurquer sur le régime traditionnel. C'est ça qu'on n'a pas, c'est ce type de passerelle qui n'existe pas. Soit on est dans l'un ou dans l'autre. Donc, c'est à peu près ça que les gens doivent comprendre. C'est-à-dire que si on est dans le régime traditionnel, on le reste du début jusqu'à la fin. On n'a pas la possibilité de recourir dans l'autre. C'est-à-dire que si j'ai des terres, moi, par exemple, héritées de mon grand-père, si je veux avoir un papier, je vais aller à la mairie demander comme si les terres ne m'appartiennent pas. Je vais faire comme si les terres là, je vais écrire au conseil rural en lui disant, bon, j'ai besoin, par une procédure, on a quand même simplifié, on appelle ça la régularisation. Une procédure, je régularise, je déclare ces terres. Donc, c'est à peu près ça un peu la difficulté avec ça. Maintenant, pour les emprises, ça, c'est une règle. Ce n'est pas la mairie qui l'a défini. Les emprises des routes, ça, c'est une loi, OK, une autre loi, c'est pourquoi on parle de droit positif. C'est une autre loi qui réglemente ça. OK? Donc, et on dit sur une route nationale, donc, il y a, selon la taille de la route, de 10 à 30 mètres d'emprise pour des routes nationales. OK? De type je donnais l'exemple l'autre jour au boulevard 54 de Ziguinchor, parce que la route, il y a 2 voies. La voie, elle est de 7 mètres. Donc, et 10 mètres de chaque côté. Donc, ça fait 20, pour une voie, ça fait 27 mètres. Et quand vous avez 2, ça fait 54 mètres de part et d'autre. Donc, c'est pourquoi on l'a appelé boulevard 54. Parce qu'on a eu un boulevard de 2 voies. Et les emprises ont fait qu'on s'est retrouvé. Donc, ici, si j'ai bien compris ce qu'ils ont dit, ils ont parlé de 30 mètres de part et d'autre. OK? Donc, il faut comprendre que oui. C'est ça, de 30 mètres de part et d'autre. C'est ça qu'il a dit. Ou est-ce que c'est le total qui est de 30 mètres? Je ne sais pas. Oui, à peu près 50, oui, à peu près. Alors, j'ai compris que l'emprise, ils avaient parlé de 50 mètres de mémoire. Oui, mais c'est ça qu'il peut l'expliquer. C'est quelle la taille de la route que l'État a prévue. C'est par rapport à ça qu'on détermine. En fait, non, actuellement, c'est une route nationale. C'est une route nationale qui est là, qui ne fait pas plus de 7 mètres. Hein, c'est une route nationale. Mais elle a changé de statut. Il y a eu un nouveau décret. Tu sais, les routes nationales, il y en avait au total 6. 7 plutôt. Maintenant, on est amené jusqu'à, il y a une nouvelle loi qui les a amenés jusqu'à une trentaine de lois et de routes nationales. Et donc, du coup, la route qui part de comment ça s'appelle, croisement Diaroumé à Sédhiou, c'est une route nationale, ce n'est plus une départementale. Même si elle est large comme une départementale, ce n'est plus une départementale, c'est une route nationale. C'est ça qui a justifié un peu l'emprise, en fait. Même si elle est de 7 mètres. Mais en fait, 5 mètres ou 7 mètres, je ne sais même plus, elle a changé de statut. Parce que l'État envisage
dans les prochains chantiers de l'étendre. Donc, dans ce cas, l'emprise de cette route-là, vu que c'est une route nationale, c'est combien? Que prévoit la loi? Mais je ne sais pas ce que l'État a prévu. Est-ce qu'ils vont faire 2 fois 2 voies? Est-ce que c'est une seule voie de 10 mètres? Je ne sais pas, il faut savoir ce qui a été prévu. C'est pourquoi les services d'urbanisme, les services de transport, des mines et services, tous ces services ont été sollicités avant de décider. D'accord. Donc là, j'ai quelqu'un en ligne qui veut poser une question, mais je ne sais pas si vous allez pouvoir l'entendre. Allô, Momodou? Allô? Allô? Allô, Modou? Il peut écrire ou bien il peut le texto, maman, en attendant, je peux toujours répondre. Ok. Donc, voilà. Donc, on a parlé de l'emprise. Attends, je regarde. Voilà. Et aussi, le cas de Bakoum, il y a une particularité aussi. C'est le fait qu'il y a le domaine maritime aussi. Parce que ce que vous n'avez pas, le gars n'a pas eu l'opportunité de vous expliquer, c'est qu'à Bakoum aussi, il y a le domaine maritime. Le domaine fluvial. Par exemple, il y a un projet, allô? Oui. Je disais que c'est le domaine fluvial. Le terme exact, c'est domaine fluvial. Voilà, donc il y a il y a le domaine. Effectivement, donc il y a le domaine fluvial et on a vu que il y a un projet qui est venu s'installer là-bas, le ANA, je pense que c'est de l'horticulture. Ouais. Voilà, ils font de l'aquaculture. Donc là, ils sont venus aussi, ils ont installé, ils se sont installés dans des rizières des dames, sans pour autant aussi aller voir les familles. En fait, il y a ça, mais aussi il y a la Sénélec aussi à Bakoum. Par exemple, l'État est venu installer la Sénélec à Bakoum, dans la commune de Djendé, sans pour autant même consulter la commune de Djendé. Parce que ce qui s'est passé, c'est que au début, la commune de Djendé apparemment voulait donner un terrain particulier à la Sénélec, mais sauf que quand les gens de la Sénélec, les chargés du travail sont venus, ils ne sont même pas passés par la mairie, ni par les paysans, ils sont venus s'installer directement sur ces terres. Donc ça aussi, il y a une incompréhension. Comment la Sénélec qui est privée peut passer par l'État et ils viennent s'imposer, ils ont imposé une chose à la commune de Djendé, et la commune de Djendé qui est censée, entre parenthèses, défendre l'intérêt de la population, ils l'ont outrepassé. Non, c'est voilà, c'est ça. Légal. Les 2 cas de figure, c'est parfaitement légal. Il n'y a aucune entorse. OK? Peut-être que on peut dire par courtoisie, on aurait pu peut-être informer le maire, par courtoisie. Mais pourquoi le domaine, c'est-à-dire que ce que je veux expliquer, j'ai parlé tout à l'heure des 3 catégories de terres qui existent au Sénégal. Il y a ce qu'on appelle les terres du domaine public. Il y a les terres du domaine privé, c'est-à-dire où les gens ont des papiers. Et il y a des terres du domaine national. OK? Les terres du domaine public, ce sont les terres, OK, que personne ne peut dont personne ne peut s'approprier. Dans ces terres de domaine public, on a les superficies occupées par les mers, par les fleuves, par les routes nationales, par les lignes de la Sénélec, les lignes de haute tension, par les marchés, par les cimetières, ainsi de suite. Donc ces terres-là, ok, personne, ça peut pas, les cimetières ne peuvent pas appartenir à un privé ou à un individu. On appelle ça les domaines publics, les terres du domaine public. Les 2 cas dont tu viens d'évoquer, ce sont des terres du domaine public, ce sont des terres inaliénables. Même l'État ne peut pas les prendre, même l'État ne peut pas les mettre, ne peut pas les matriculer à son nom. Ils sont classés terres domaine public. Donc, pour ces terres, on n'a pas besoin d'autorisation. Donc, elles ne font pas partie des terres du domaine national, elles ne font pas partie des terres confiées à la mairie. Donc, la mairie, voilà. Mon voisin là, les terres là, c'est mon voisin là, son champ là,
s'il fait quelque chose dans son champ, s'il veut planter des mangues à côté de son champ là, il n'a pas besoin de mon autorisation. S'il veut m'informer parce que je suis son voisin, tant mieux. Mais s'il ne m'informe pas, on ne va pas lui tenir rigueur. C'est ça qui s'est passé dans les deux cas. Le domaine fluvial, donc c'est un domaine public. Et on dit que elle s'étend 500 mètres au-delà de l'eau. Là où s'arrête, à partir de là où s'arrête l'eau. OK? Jusqu'à 500 mètres, tout ça fait partie de ce domaine. Il y a une emprise de 500 mètres. Maintenant, la difficulté, c'est de limiter, c'est de dire où s'arrête l'eau. Parce qu'un fleuve, il y a ce qu'on appelle, nous, géographes, les vives eaux, WAMO, ce que les Mandins appellent WAMO. Là où s'arrête le WAMO, c'est là où on est considéré que c'est la limite de l'eau. Donc, c'est là où, à partir de là, qu'il faut considérer, compter 500 mètres encore dans les terres. OK? Tout ça est considéré comme un domaine public, un domaine qui appartient ni à l'État, ni à un privé. C'est un domaine public. De la même manière que les étendues des océans, de la même manière que les cimetières, de la même manière que les routes nationales, ainsi de suite. Donc, c'est ça l'éclairage que je dois dire à ça. C'est pourquoi l'ANA a la possibilité de venir s'installer sans demander l'autorisation des villageois ni de la mairie. Et ni dédommagement. C'est pourquoi sans pour autant dédommager les propriétaires. Voilà, même c'est pourquoi la Sénélec, même en étant un privé, peut s'installer sans demander, sans en informer les tenants de ces terres-là. C'est la juridiction. Donc, toutes les questions de justification juridique. Moi, quand je fais quelque chose, il y a un droit qui me permet pour le faire. Donc, maintenant, comme je dis, on ne parle pas le même langage. Déjà, par le langage coutumier, les autres parlent le langage droit moderne. On ne va jamais s'entendre. D'accord. Voilà, on ne pourra jamais s'entendre. Donc, ceux qui parlent... Sauf à trouver un intermédiaire. Sauf à trouver un intermédiaire. Un interprète. Voilà, donc ceux qui... Mais juste pour éclairer, dans ce cas de figure aussi, ceux qui se basent sur le droit coutumier ont le droit de contester la décision de la mairie ou des autorités territoriales qui sont venues installer l'ANA. Contester ça où? C'est ça la question. Tu vas le contester où? Non, tu peux pas. Tu n'as pas de juridiction pour contester, mais tu peux leur dire d'arrêter les travaux parce que c'est ta rizière où tu cultives le riz pour vivre. Toi, tu es un individu ou vous êtes un groupe. Vous ne pouvez pas faire face à la puissance publique. C'est ça le problème. Mais vous pouvez les faire venir à des négociations pour qu'ils prennent en compte vos revendications parce que c'est... Négociation, c'est demander. Négociation, c'est quémander. C'est pas être en position de force. Ça, il faut que les gens comprennent. Parce que négociation, c'est quémander quelque chose. Oui, ou bien quémander quelque chose. Mais c'est là où je ne comprends pas du coup le droit coutumier, parce que vous avez dit que c'est c'est comme si c'est trois qui sont parallèles. Donc si quelqu'un est dans le coutumier, il peut... Dans le coutumier, en fait, on a des superpuissances qui sont le génie, qui sont nos arbitres. Dans nos coutumiers, on a ce qu'on appelle les djinns ou les fétiches, en fait, qui sont les ultimes arbitres, les ultimes juges. C'est pourquoi on dit dans nos coutumes, si vous querellez, si vous disputez une terre, cette année-là, un de vous deux va mourir. Parce que c'est supposé, ce sont les génies qui sauront que tel a tort, et celui qui a tort, c'est celui qui meurt. Mais tu vois, donc, dans chaque système, il y a la juridiction. Là-bas, la juridiction, elle est plus que divine. C'est-à-dire qu'elle est des divinités, bon, limitées, mais c'est des divinités, quoi, qui jugent pour décider de qui a tort ou qui n'a pas tort, qui doit quitter, qui ne doit pas quitter. Tu vois? Donc, on a des coutumes, par exemple, si tu
si on se bagarre et que, par exemple, tu m'as coupé et que mon sang gicle, ok? Voilà, moi, j'ai la possibilité, partout où mon sang est versé, d'en faire ma propriété. Vous voyez, c'était dans nos coutumes. Je ne sais pas en milieu mandingue, je connais un peu plus ou moins en milieu diola, mais je ne connais pas en milieu mandingue ni en milieu balan comment on conçoit ces choses-là. Mais nous, dans nos cultures, on a des... C'est réglementé, hein? D'accord. Il y a tout ça. Le pendant du droit moderne, c'est-à-dire le juge du droit moderne, il existe aussi un juge du droit coutumier. D'accord. Et il y a aussi, en fait, il y a aussi, juste, je vais faire une digression, mais ça, en gros, enfin, vous l'avez un peu dit, on sous-entend votre réponse par rapport à ça déjà. C'est que dans le cadre spécifique de Bakoum, ce que les populations ne digèrent pas non plus, c'est le fait que la commune a coupé des centaines de troncs d'arbres dans toute la commune qu'ils ont vendus à coups de millions et dans leur champ, et que la mairie revienne leur charger de payer des droits de bornage aussi chers. Bon, moi je pense que la mairie n'est pas fautive. C'est juste une question de discussion. Vous savez, quand vous venez prendre, prélever, si moi je vais, par exemple, la personne qui va au marché, qui vend, après la mairie vient lui prendre des taxes. Quel est le principe? Le principe, c'est que vous avez fait des économies. Hein? Moi, je vous ai offert la possibilité de vendre votre marchandise. Vous avez fait des gains, donc je dois en prélever une partie. Donc, c'est aux populations de dialoguer directement avec la mairie pour nous faire comprendre que vous avez accumulé de la richesse dans ma zone. En conséquence, une partie doit m'être rétribuée. Ça, c'est à la population de le réclamer. Clairement. Je pense que si les gens l'ont réclamé, la mairie ne peut pas faire sourde oreille. Et à partir de ce moment, la population a la possibilité de recourir au droit moderne et d'attaquer. Les populations peuvent introduire, porter plainte, en référer la commune pour l'obliger à verser une partie de cet argent-là. C'est une possibilité. D'accord. Donc là... Au juge, c'est le juge. De porter plainte, c'est le juge administratif. OK? Et demander à la mairie, le juge va demander à la mairie, vous avez gagné combien? Et on va le dire, selon ce que vous avez pris, vous allez verser tant. Tu sais, par exemple, la police, la gendarmerie, la douane, les services des eaux et forêts, les verbalisations qu'ils font là, une partie est reversée à la mairie. On le reverse à la mairie au nom de la population. Le principe, c'est quoi? C'est que là, les douanes, les services de douane ont prélevé de l'argent aux populations dans ma commune. OK? Donc, ces populations-là ont droit à une partie. Donc, quand on ne peut pas donner ça à Malamine ou à Ibrahima, ainsi de suite, on verse cet argent à la mairie. Chaque année, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, la gendarmerie qui est là à Guendé, qui fait des arrêts et que les gars, ils prennent de l'argent, ils verbalisent. Les gens vont payer. Il y a une partie de ça qui revient à la population à travers la mairie. C'est ce principe-là que eux, sur cette base-là, qu'ils doivent revendiquer à la mairie pour recevoir de l'argent de ces coupes dans leur village. OK. Voilà. Ça, la mairie a tort à le faire et ils ont la possibilité de s'attaquer à la mairie pour ça. OK. Voilà. Je comprends. Voilà. OK. D'accord. Donc là, il y a une dernière question que quelqu'un a posée aussi, c'est de dire qu'est-ce que la loi a prévu s'il y a de l'anacarde sur un champ et que le propriétaire détient des papiers obtenus par délibération du conseil municipal ou conseil départemental. Ça, c'est différent. Donc, quand quelqu'un a des papiers
qui montrent que la terre, il l'a occupée. OK? On appelle ça des impenses. Donc, il y a une loi qui l'organise. La mairie n'a pas la latitude de choisir le montant qu'il donne. Donc, on fait appliquer la loi sur les impenses. C'est une loi donc, qui organise ça. Donc, on va lui, je ne sais pas, moi, je ne connais pas concrètement pour les anacards comment ça fonctionne, ni pour les orangers, ni pour les manguiers, mais il y a par nombre d'arbres, il lui est donné de l'argent. Donc, il va recevoir deux types d'indemnités. Il y a la loi sur les impenses, mais en plus, il va être indemnisé. Donc, et les deux vont être cumulés et l'argent va lui être donné. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, on calcule, je ne sais même plus sur combien d'années ses recettes. OK? C'est ça qu'on appelle les impenses. C'est ce qu'il a perdu. Après, on lui dédommage, OK, pour le dérangement. Certaines communes, en plus de te donner de l'argent, te proposent une terre ailleurs. Ça, c'est selon les négociations, quoi. D'accord. Et je pense que dans le cas d'espèce des communes aussi rurales que Diendé, c'est ce genre de pratique qui doit être mené, dédommager les terres qui sont cultivées d'anacarde ou remplacer des terres qui sont, entre parenthèses, enfin, des propriétaires qui sont expropriés. Mais oui, c'est ça qui doit être fait. Mais il faut savoir que ce ne sera pas la mairie qui va payer. Hein. Parce que la mairie, il y avait une terre qu'on disait vacante, 100 mètres, à qui on l'a confié la gestion, et qui décide que maintenant cette terre-là a une utilité, reverse cette terre à l'État. Ce n'est plus son affaire, mais maintenant c'est l'affaire de l'État. C'est l'État qui fait en fait ça. Les impenses et les indemnités, c'est du ressort de l'État. De l'État, ok. Donc, la mairie, c'est seulement, elle dit, bon, moi, on m'avait confié des terres qui n'avaient pas d'utilité. Maintenant, ces terres-là, j'ai trouvé d'utilité. L'État les déclare pour utilité publique et ça devient maintenant une affaire de l'État. C'est pourquoi ces terres qui ont été morcelées, les gens vont recevoir des titres fonciers. Ces titres fonciers, ils ne vont pas les recevoir de la mairie, mais ils vont les recevoir de l'État. De l'État. Les papiers qu'ils vont recevoir, ils ne vont pas recevoir des affectations, hein, ils vont recevoir des titres fonciers comme ceux qui ont la même valeur que celles qui sont, par exemple, reçues à Dakar, à Saint-Louis, à Ziguinchor ou même dans la commune de Sédhiou, qui sont totalement différents des permis d'occuper. Les permis d'occuper, c'est des titres précaires. C'est différent des titres pérennes comme les titres fonciers. D'accord. Et donc maintenant, pour essayer de conclure, moi, qu'est-ce que vous, en tant que, entre parenthèses, expert, en tant qu'une personne qui a l'habitude du terrain, un homme de terrain, vous avez vu plusieurs cas, vous avez mené plusieurs enquêtes. Dans le cas d'espèce, qu'est-ce que vous conseillerez à la population de Bakoum pour pouvoir tirer son épingle du jeu? Alors, moi, ce que je vais dire, j'ai vu une question que je n'ai pas répondu, que sont-ils devenus les travaux du professeur, enfin, de maître Doudou et du professeur Moustapha Souran, ancien ministre de l'Éducation. Ben, tous ces travaux ont été jetés, je veux dire, dans les tiroirs, quoi, ont été jetés carrément parce que on présentait des formules qui posaient problème, dont l'application aussi posait problème. Donc, la difficulté globalement, pour répondre à ça, c'est que jusqu'à nos jours, on n'a pas encore trouvé une formule meilleure pour réglementer le foncier tel que nous voulons que nos terres, aujourd'hui, soient gérées et qu'on puisse en garder suffisamment de réserves pour nos petits-fils. C'est ça le problème. Donc, pour là, aujourd'hui, je dois dire qu'il n'y a pas de solution. Maintenant, qu'est-ce que moi j'ai vu faire certains de vraiment positifs qui peut aider les gens de la commune de Diendé? Moi, je conseillerais à aller vers la négociation. OK?
Mais pour aller à la négociation, il faut aller avec de la compétence. Okay? Il faut vraiment s'attacher les services des personnes qui maîtrisent bien les rouages de cette loi, des droits positifs, et qui comprennent bien le fonctionnement de l'État, pour qu'ils conseillent, hein, voilà, au moment des négociations, au moment des revendications. Hein. Donc, c'est ça que je conseillerais faire deux choses. S'attacher des services de personnel de compétences, de gens qui connaissent bien le dossier. Deuxièmement, créer des mécanismes d'aller vers la négociation. Donc, voilà, il faut vraiment tordre le bras à la mairie et à l'État. Si la mairie est trop en position de force, il faut maintenant s'adresser au gouverneur. En la matière, ce n'est pas le sous-préfet, mais c'est le gouverneur. OK? Donc, il faut s'adresser au gouverneur directement pour qu'il invite la mairie à discuter avec les populations. Donc, et il y a aussi d'autres, comme j'aime moi, je crois beaucoup à ça. Nous, Africains, nous, Sénégalais, nous, Casamassais, avons énormément d'institutions sociales à partir desquelles on peut passer pour inviter tout le monde à la négociation. Okay? Normalement, les élections, la campagne électorale est censée, dans le domaine, dans la loi moderne, servir de moment d'échange avec nos mandats. Mais nous savons comment ça se passe avec la campagne électorale. Elle ne se fait pas de ce point de vue correctement. C'est juste l'achat de conscience. Il y a vraiment pas, les gens ne nous expliquent pas réellement ce qu'ils ont envie de faire. Donc, comme de ce point de vue, il n'y a pas possibilité de dialoguer réellement, je pense qu'il faut amener les représentants, nos mandats, donc, vers d'autres terrains qui sont des terrains sociaux, et voilà, ou même administratifs, pour négocier, demander à ce que les choses vraiment changent, quoi. Donc, pour que chacun tire son intérêt. Mais il faudra savoir que l'intérêt général doit primer sur l'intérêt particulier. L'intérêt général ici, c'est la commune. Et l'intérêt particulier, c'est l'intérêt de Bokoum. Ça, c'est fondamental. Voilà, il faut que les gens sachent qu'il y a l'intérêt général, c'est la commune. L'intérêt général peut faire en sorte que certains soient lésés, en partie, OK, et qu'ils acceptent. Donc, c'est ça que ce sera le rôle peut-être des experts ou des médiateurs, OK, qui vont être mis en place, qu'on doit demander. Il faut forcément ça, il faut des médiateurs. Les médiateurs, ça peut être à la fois des experts, ça peut être des régulateurs sociaux, mais il faut forcément des médiateurs pour établir une discussion entre les deux protagonistes. Et c'est sur ça que j'inviterai vraiment le comité de... Voilà, vous avez... Ouais, d'accord. Donc, vous avez tout dit. Le sujet est complexe. Enfin, déjà, la loi est complexe. Il y a beaucoup de rouages dans la loi qu'il faut comprendre. Il y a beaucoup de problèmes au niveau de chaque commune. Les spécificités de chaque commune font que c'est difficile de trouver assez vite un terrain d'entente. Et là, vous avez parlé de l'intérêt général qui doit primer sur l'intérêt d'un particulier, mais on a vu que généralement, ce qu'on appelle l'intérêt général, souvent, ça devient l'intérêt de quelques personnes qui profitent de leur mandat pour imposer des lotissements et s'enrichir assez rapidement. Mais ça, c'est un autre débat. Oui, ça, je le concède. Voilà. Derrière, les gens font de l'usurpation, en fait. Ça, c'est une faute. Les maires, vous avez de plus en plus des maires qui font la prison. Vous en avez vu beaucoup maintenant, récemment. Il y en a eu beaucoup de maires, d'anciens maires, qui sont en train de faire les tôles. Il faut
tout simplement parce qu'ils ont fait de l'usurpation derrière leur mandat qu'ils avaient eu. Parce qu'ils ont déclaré pour cause d'utilité publique quelque chose, alors qu'en fait, c'était juste un moyen pour s'approprier une partie ou s'enrichir. Ça c'est des risques, des risques du métier. Donc, de plus en plus. Ça, on a vu partout que. Quand les maires le font, ça ne veut pas dire que ce qu'ils font, que ce n'est pas répréhensible. C'est répréhensible, mais c'est sur la base des choses légales. Il ne faudra pas attaquer en ce moment la mairie, mais attaquer l'individu. Parce que la décision qu'il a prise dans la casquette de la mairie, ces décisions-là, on ne peut pas l'attaquer pour ça, lui, directement. Parce qu'il est protégé par l'institution. D'accord. Donc, maintenant, s'il s'avère plus tard qu'il en a fait, il a manœuvré pour que lui, il en tire directement bénéfice, ça, c'est faux et usage de faux. Donc, c'est sanctionné par la loi. Clairement. Voilà, donc ça, il faut que les gens le sachent. Quand ils le voient, les maires le faire, il faudra porter plainte pour faux et usage faux, et non pas directement les personnes et non pas la mairie, quoi. D'accord. Voilà. Ok, très bien. Donc, voilà. Donc là, je pense que vous avez développé le sujet de fond en large. Et voilà, moi, je tiens à vous remercier du fait que vous avez accepté de venir parler de ce problématique qui n'est pas du tout simple. Donc, on voit que c'est simple. C'est pas simple. Même le président de la République l'a dit. Il faut une réflexion profonde sur le sujet parce que tous les lois que vous avez expliquées ici, on voit que c'est comme si c'était des coquilles vides, entre parenthèses, parce que c'est difficile de les appliquer au cas du Sénégal. Donc, en conclusion, moi, je comprends que les lois sont là, mais elles sont compliquées à appliquer et chaque commune a ses spécificités et chaque population ou chaque commune, les paysans qui sont dedans, s'ils ne veulent pas perdre complètement leur terre, il faut qu'ils négocient, il faut qu'ils trouvent des leviers qui leur permettront de tordre le bras à l'État et à la commune pour qu'ils puissent garder leur terre ou en tout cas garder une bonne partie, ne pas perdre la totalité. Voilà, moi c'est ce que je comprends. Donc si vous avez quelque chose à ajouter, sinon je peux vous remercier et puis voilà. Ce que je voulais dire par rapport à la réaction de Macky Sall, lui il a deux problèmes. Il veut installer des privés internationaux dans nos terres. Ça passe pas. Deuxième problème, c'est que quand on décide avec l'acte 3 de la décentralisation, si on laisse les maires décider, un maire peut venir en une année distribuer toutes les terres qui existent dans une commune. Parce que rien ne lui interdit de le faire. Parce que c'est ça en fait, les maires, les conseils ruraux ou les conseils municipaux ont la latitude de faire. Un maire peut se lever, découper borner la superficie de la mairie et puis le donner en un seul mois. Et donc, c'est ça, lui, ces deux problèmes qu'il a. Il se dit que bon, il y a certains maires véreux qui peuvent venir découper toutes les terres, les donner, les distribuer, sans pour autant tenir compte des générations futures. Ça, c'est un de ces problèmes. Mais l'autre problème qui a toujours concerné Abdoulaye Wade surtout, mais Macky Sall aussi, c'est qu'ils veulent installer des entreprises internationales privées dans nos terres là, dans nos vastes forêts là. Ils voient comme quoi que voilà, ici, on peut installer un privé international qui vient au mépris de nos réalités. Et ça aussi, les communautés de plus en plus s'y opposent. C'est ce qu'on a vu en Ban, en Fanaï. Hein? Donc, et ça, c'est eux le problème qu'ils ont parce que la Banque mondiale, les partenaires internationaux bilatéraux, la Chine, le Maroc, veulent des terres chez nous. Et ces terres-là, ils vont les avoir où? Ils vont pas les avoir. Ils les ont soit en Casamance ou bien dans la région du fleuve. C'est parce que c'est là où on a des terres cultivables. Les meilleures terres sont dans ces deux endroits. Soit en Casamance, soit dans la vallée.
OK? Bon, nous, pour l'instant, en Casamance, on est protégé par de la volonté de s'accaparer des terres des entreprises internationales parce qu'il y a la guerre. Donc, ils n'osent pas venir. Mais dès que la guerre se sera, ben, ce ne sera pas la mairie notre plus grand problème, mais ce seront les entreprises parce qu'ils vont vouloir de ces terres-là, de ces vastes forêts, ils vont vouloir les découper pour installer des entreprises. Et donc ça, eux, c'est ce qu'ils veulent. Nous, je pense que les stratégies des jeunes, des collectifs, il faut se préparer à ça, quoi. C'est cette vague-là qui va être beaucoup plus dure à faire face une fois la guerre, une fois la crise casamançaise réglée. Donc, voilà, donc je m'inscris dans ça. Et je suis vraiment disponible prochainement pour d'autres éclairages. Là, on a vraiment balayé large. Oui. Ça fait qu'on n'a pas pris le temps de détailler. OK, donc peut-être si des uns et les autres ont identifié des points vraiment précis, ponctuels, on peut prendre rendez-vous et détailler. Voilà, donc c'est des échanges mutuels. Je n'ai pas fait que donner. Je conçois que c'est vraiment des partages. Et c'est aussi des moyens pour moi aussi, tout en étant à Saint-Louis, de rester collé à nos réalités casamançaises. Donc, on est toujours fiers de provenir de cette partie du pays. Et quel que soit par ailleurs où on se situe, on voudrait apporter notre contribution à nous contribuer au développement de notre région. Je dois dire que c'était en août 2018 que j'avais fait la commune de Guendé pour la dernière fois lors des enquêtes. Donc, souvent, voilà, j'ai parcouru toutes les communes, tous les arrondissements de la région de Sédhiou pour des enquêtes. Le plus souvent à l'Université de Saint-Louis, quand on a besoin de faire des enquêtes dans la zone, donc on m'a toujours envoyé parce que les gens ont peur avec la crise d'y aller. Donc moi, voilà, je me suis toujours fait le plaisir de rentrer chez moi, même si c'est à Sédhiou. Moi, je suis du département de Bignona, mais je considère toujours la Casamance comme chez moi. Et je me dis toujours que même si je dois mourir là-bas, je serai fier de mourir chez moi. C'est pourquoi j'ai toujours conduit les missions, toutes les enquêtes sérieuses et importantes qui se sont faites toute la décennie passée. Enfin, la décennie finissante là, de 2010 à 2000, de l'Université Saint-Louis, j'ai eu le plaisir de les conduire. Et je sais que dans cette zone, il n'y a pas une très grande différence avec toutes les autres régions de la Casamance. Il n'y a pas une différence de ce qui se passe là-bas. Donc, vous allez dans la commune de comment ça s'appelle encore, à côté du Cap Skirring, chez mon ami le maire Tombongé. Mais c'est pareil dans la zone de Kafountine, vous allez dans le Kolda et tout, c'est partout. Hein? Donc, c'est parce que les terres casamançaises sont des terres à enjeu. Et ils le partagent avec les terres de la vallée du fleuve. C'est les deux zones du Sénégal vraiment où il y a de l'enjeu. Et je pense que les gens de Bokoum ne sont pas encore je ne souhaite pas ça, mais je crois qu'ils ne sont pas au bout de leur peine encore. Il faut qu'ils apprennent à s'organiser et à faire face pour que les gens les respectent. Voilà, mon dernier mot. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous êtes en ligne.
Vous êtes là?